Souvenez-vous que le but poursuivi par Descartes à travers sa méthode est la recherche de la vérité, de la sagesse. Et quoi de mieux pour y accéder que de découvrir les lois qui régissent ce monde, que Descartes qualifie de lois de la nature. De plus, je fis voir quelles étaient les lois de la nature et, sans appuyer mes raisons sur aucun autre principe que sur les perfections infinies de Dieu, je tâchai à démontrer en toutes celles dont on eût pu avoir quelques doutes, et à faire voir quelles sont-elles qu'encore que Dieu aurait créé plusieurs mondes, il n'y en saurait avoir aucun où elles manquassent d'être observées. Et Descartes de nous expliquer que le monde ne pouvait être autrement que tel que Dieu l'a fait. Si monde il y a, il ne peut donc être disposé autrement que tel que nous le connaissons. Et partant, si Dieu avait créé d'autres mondes, ceux-ci seraient fort semblables aux nôtres. Mais c'est ici poser une limite à la toute-puissance de Dieu, à son omnipotence. Après tout, plaise à Dieu de faire un monde où nous serions tous chauves, de faire un monde où le haut et le bas seraient inversés, où les rêves seraient la réalité. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui fait que nous considérons nos rêves comme moins réels que nos vies? Parce qu'on peut s'en réveiller. Mais ne peut-on se réveiller de la vie en s'endormant et en se plongeant dans nos rêves? De façon qu'encore qu'il ne lui aurait point donné au commencement d'autre forme que celle du chaos, pourvu qu'ayant établi les lois de la nature il lui prêta son concours pour agir ainsi qu'à la de coutume, on peut croire, sans faire tort au miracle de la création, que par cela seul toutes les choses qui sont purement matérielles auraient pu, avec le temps, s'y rendre telles que nous les voyons à présent. C'est déjà une esquisse de ce que nous connaissons aujourd'hui comme le dessein intelligent, ou plutôt une tentative de conciliation entre le dogme de la création et les lois physiques que Descartes et d'autres physiciens ont pu empiriquement trouver. Ainsi, quand bien même Dieu n'aurait pas créé le monde tel quel, et n'y aurait-il mis que le chaos, les lois de la nature auraient naturellement fait prendre à ce chaos la forme que nous connaissons au monde d'aujourd'hui. Et c'est en tout cas comme ça que je comprends ce passage. Et Descartes, après nous avoir expliqué la nécessité pour les lois de la nature d'être telles qu'elles ont été écrites par Dieu, on vient à s'intéresser aux êtres vivants. De la description des corps inanimés et des plantes, je passais à celle des animaux, et particulièrement à celle des hommes. Et Descartes de se lancer dans une longue et savante description du fonctionnement du cœur et de la circulation sanguine dont je vous passe les détails pour en venir directement à la conclusion qui voudrait qu'en somme les animaux dépourvus de la faculté de penser sont peu ou prou des automates. Mais ceci dit, des automates non faits de main d'homme, mais faits de la main de Dieu et par conséquent infiniment plus complexes et sophistiqués. Mais des automates quand même, sans âme, et qui n'agissent autrement que par la disposition de leurs organes. Dès lors, si les animaux et même une partie de l'homme, son corps, n'est qu'un automate, qu'est-ce qui nous permettrait de distinguer un homme, un vrai, d'un automate qui aurait toutes les apparences d'un homme ou d'une femme? Eh bien, deux choses. Le premier est que jamais elle ne pourrait user de paroles ni d'autres signes en les composant comme nous faisons pour déclarer aux autres nos pensées. Car on peut bien concevoir qu'une machine soit tellement faite qu'elle profère des paroles et même qu'elle en profère quelques-unes à propos des actions corporelles qui causeront quelques changements en ses organes, comme si on la touche en quelque endroit qu'elle demande ce qu'on lui veut dire, si en un autre qu'elle crie qu'on lui fait mal et choses semblables, mais non pas qu'elle les arrange diversement pour répondre au sens de tout ce qui se dira en sa présence, ainsi que les hommes les plus hébétés peuvent faire. Et le second est que, bien qu'elle fisse plusieurs choses aussi bien ou peut-être mieux qu'aucun de nous, elle manquerait infailliblement en quelques autres par lesquelles on découvrirait qu'elle n'agirait pas par connaissance, mais seulement par la disposition de leurs organes. C'est donc deux choses qui font ou feront que nous ne pourrons être confondus avec des automates. La première, c'est notre capacité de réagir aux situations, aux contingences, de faire par exemple des commentaires en rapport avec la vidéo. Mais après tout, l'on pourrait imaginer un automate suffisamment intelligent, ou en tout cas qui nous donne une image de l'intelligence en nous donnant l'impression qu'il est capable de faire des réponses circonstancié. Et qu'est-ce que l'humour sinon précisément cette faculté de comprendre la réalité des choses et de se trouver toujours dans un léger décalage avec celle-ci. Être capable de faire de l'humour, c'est souvent être capable de montrer qu'on a tout compris, car souvent ce qui nous fait rire dans une plaisanterie, c'est ce qu'elle a de vrai. La seconde est que l'on finirait tôt ou tard par découvrir ce que je qualifierais comme étant la programmation de cet automate qui ne serait capable de réagir et d'accomplir diverses tâches parfois mieux que les hommes eux-mêmes que parce qu'il a été programmé en ce sens. Alors que le propre de l'homme peut-être, c'est qu'il n'a pas de programmation, ou plutôt c'est sa faculté d'apprendre. Notre cerveau a des facultés d'apprentissage inouïes et il se révèle pour l'heure bien plus performant pour apprendre que le plus sophistiqué des ordinateurs. Un enfant, s'il voit deux chats, est capable très rapidement d'identifier un chat et de le distinguer d'un chien, alors qu'il faudra des milliers, si ce n'est des millions d'images pour qu'un ordinateur apprenne cela. Et encore faut-il pour cela qu'il soit bâti pour faire ce distinguo. Ainsi, Marx avait raison lorsqu'il disait
que le propre de l'homme était de s'habituer à tout. Et c'est donc sur cette considération que je passe de la 5e à la 6e et dernière partie du discours de la méthode. En effet, le propre de l'homme est de s'habituer à tout, mais est-on pour autant capable de s'habituer à toutes les coutumes et tous les mœurs ? On le fait par la force des choses, parce qu'on y est contraint par la société qui nous entoure et qu'on aurait au fait de réformer pour peu que nous soyons au pouvoir. Comme le disait le groupe Tears for Fears, de manière extrêmement juste, « Everybody wants to rule the world ». Et ce n'est pas autre chose que dit Descartes lorsque celui-ci nous explique que, car pour ce qui touche les mœurs, chacun abonde si fort en son sens qu'il se pourrait trouver autant de réformateurs que de têtes s'il était permis à d'autres qu'à ceux que Dieu a établis pour souverains sur ses peuples, ou bien auxquels il a donné assez de grâce et de zèle pour être prophète, d'entreprendre d'y rien changer. Et, bien que mes spéculations me plussent fort, j'ai cru que les autres en avaient aussi qui leur plaisait, peut-être davantage. On en revient ici au problème initial que Descartes soulevait dans la première partie de son discours, dans laquelle il nous expliquait qu'il n'y a pour ainsi dire pas de vérité dans le domaine des lettres, ni non plus en matière de mœurs, en raison du fait que même les opinions les plus extravagantes pourraient se frayer un chemin dans l'esprit commun pour peu que celui ou ceux qui les défendent le fassent avec assez de conviction et de bagout. Concentrons-nous donc sur les choses qui ne font pas intervenir nos opinions personnelles, si tant est que ce soit possible, plutôt que de se perdre dans de vaines spéculations. Intéressons-nous donc aux sciences, ce qui ne nous dispense d'ailleurs pas de faire sur leur base de la philosophie. Et je tiens ici à vous citer un passage assez long de cette 6e partie que je trouve particulièrement admirable, en plus d'être assez visionnaire. Au lieu de cette philosophie spéculative qu'on enseigne dans les écoles, on en peut trouver une pratique, par laquelle, connaissant la force et les actions du feu, de l'eau, de l'air, des astres, des cieux et de tous les autres corps qui nous environnent aussi distinctement que nous connaissons les divers métiers de nos artisans, nous les pourrions employer en même façon à tous les usages auxquels ils sont propres, et ainsi nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. Ce qui n'est pas seulement à désirer pour l'invention d'une infinité d'artifices qui ferait qu'on jouirait sans aucune peine des fruits de la terre et de toutes les commodités qui s'y trouvent, mais principalement aussi pour la conservation de la santé, laquelle est sans doute le premier bien et le fondement de tous les autres biens de cette vie, car même l'esprit dépend si fort du tempérament et de la disposition des organes du corps que, s'il est possible de trouver quelques moyens qui rendent communément les hommes plus sages et plus habiles qu'ils n'ont été jusqu'ici, je crois que c'est dans la médecine qu'on doit le chercher. Il est vrai que celle qui est maintenant en usage contient peu de choses dont l'utilité soit si remarquable, mais sans que j'aie aucun dessein de la mépriser, je m'assure qu'il n'y a personne, même de ceux qui en font profession, qui n'avoue que tout ce qu'on y sait n'est presque rien à comparaison de ce qui reste à y savoir, et qu'on se pourrait exempter d'une infinité de maladies, tant du corps que de l'esprit, et même aussi peut-être de l'affaiblissement de la vieillesse, si on avait assez de connaissances de leurs causes et de tous les remèdes dont la nature nous a pourvus. Peut-on faire une meilleure défense de l'utilité de la médecine ? Je ne crois pas. Certes, Descartes n'est pas le seul à dresser ce constat que dressent à peu près tous ceux qui se sont intéressés un tant soit peu à la biologie, ébahis que nous sommes par la complexité et la subtilité du vivant. Ainsi, à travers ce constat, Descartes rejoint un constat qu'il avait déjà dressé lors de la première partie de son discours, dans laquelle celui-ci nous expliquait que plus l'on creusait et plus l'on se rendait compte de l'étendue de notre ignorance. Le fait de se découvrir comme plus ignorant à la fin qu'au début n'est cependant pas une incitation à ne pas chercher, car c'est déjà une plus grande connaissance de ce savoir ignorant plutôt que de ne pas savoir qu'on est ignorant. Oui, Descartes a raison. S'il y a bien une discipline qui nous permette de mieux nous comprendre et d'embellir notre vie, de la rendre plus vivante, c'est bien la médecine, et par extension, toutes les sciences qui ont pour but de comprendre comment fonctionne le vivant. C'est notamment ce que disait Jacques Monod, célèbre prix Nobel de médecine, lorsque celui-ci expliquait « Il faut reconnaître à la biologie une place centrale, puisqu'elle est de toutes les disciplines, celle qui tente d'aller le plus directement au cœur des problèmes qu'il faut avoir résolus avant de pouvoir seulement poser celui de la nature humaine en termes autres que métaphysiques. » Et oui, Descartes faisait du Monod sans le savoir. Ou peut-être ai-je mal compris ce que voulait ici dire l'auteur du discours de la méthode, et est-ce moi qui extrapole et surinterprète son discours ? C'est possible. Et d'ailleurs, Descartes nous met précisément en garde contre cela. Pour l'utilité que les autres recevraient de la communication de mes pensées, je pense pouvoir dire sans vanité que s'il y a quelqu'un qui en soit capable, ce doit être plutôt moi qu'aucun autre. Non pas qu'il ne puisse y avoir au monde plusieurs esprits incomparablement meilleurs que le mien, mais pour ce qu'on ne saurait si bien concevoir une chose et la rendre sienne lorsqu'on l'apprend de quelque autre que lorsqu'on l'invente soi-même.
Ce qui est si véritable en cette matière que, bien que j'ai souvent expliqué quelques-unes de mes opinions à des personnes de très bon esprit, et qui, pendant que je leur parlais, semblaient les entendre fort distinctement, toutefois, lorsqu'ils les ont redites, j'ai remarqué qu'ils les ont changées presque toujours en telle sorte que je ne les pouvais plus avouer pour miennes. Et oui, nous ne sommes jamais aussi bien capables de nous approprier une idée, une pensée, une réflexion que lorsque celle-ci sort de nous. Et encore heureux. Est-il besoin d'être un grand philosophe pour dresser ce constat ? Ainsi, il est fort probable que j'ai moi-même mal retranscrit et mal saisi la portée des propos de Descartes, car il est des auteurs avec lesquels nous nous sentons naître une affinité, et avant que d'avoir fini de lire leurs phrases, nous savons où celles-ci vont nous conduire. Eh bien, ce n'est pas franchement mon cas concernant Descartes, mais ce n'est pas parce que j'ai eu du mal à comprendre sa pensée, en raison notamment de sa propension à faire d'interminables phrases, que pour autant je la considère comme désuète, obsolète, dépassée. Mais si d'aventure je ne comprends pas ce qu'il dit, j'en conclurai que je ne suis pas intellectuellement capable de le suivre dans toutes ses réflexions, ou que l'époque dans laquelle je vis fait que je suis trop éloigné de certains sujets ou de certaines expressions pour pouvoir les saisir, plutôt que de considérer que ce qu'il dit est stupide. Ce n'est ni plus ni moins ce qu'il dit en nous expliquant: je ne m'étonne aucunement des extravagances qu'on attribue à tous ces anciens philosophes dont nous n'avons point les écrits, ni ne juge pas pour cela que leurs pensées aient été fort déraisonnables, vu qu'ils étaient des meilleurs esprits de leur temps, mais seulement qu'on nous les a mal rapportés. Et oui, il ne faut pas partir du principe que parce que dans l'absolu nos connaissances se sont considérablement accrues depuis l'époque où vivait Descartes, nous serions tous individuellement plus intelligents. La bêtise reste malheureusement bien plus répandue que l'intelligence et l'érudition, sauf précisément sur cette chaîne et sur quelques autres également. Et c'est ainsi que nous arrivons au dénouement de cette série de 4 vidéos sur Descartes que j'ai eu le plaisir et l'honneur de réaliser pour vous. Mais 4 vidéos, c'est un temps bien trop court passé en compagnie de si fidèles et si admirables abonnés. Alors, si vous souhaitez que j'en passe plus à vos côtés, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Un petit commentaire.